Pendant plus d'un siècle, un peuple entier a été réduit au silence. Mais derrière ce silence, il y avait des cris, des révoltes, des larmes et du sang. Ce que vous allez découvrir maintenant n'est pas une leçon d'histoire, c'est un choc de vérité. L'Algérie n'a pas été civilisée, elle a été colonisée, pillée, brisée. Et aujourd'hui, on vous raconte enfin ce qu'on vous a toujours caché. Si vous croyez que l'histoire doit être racontée avec honnêteté, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur la France et sur l'Algérie. Le 14 juin 1830, la France lance une invasion massive de l'Algérie. Ce n'est pas une simple expédition militaire, mais une décision politique lourde de conséquences. Le roi Charles X, affaibli par des troubles internes en France, cherche à détourner l'attention du peuple en utilisant la guerre comme un moyen de rétablir son autorité. L'Algérie, à l'époque, est un territoire relativement indépendant, dominé par le Dey d'Alger, qui, en raison de tensions diplomatiques avec la France, devient le prétexte pour l'invasion. La flotte française, composée de 500 navires et soutenue par 37 000 soldats, débarque à Sidi Ferruc, à 25 km à l'ouest d'Alger. La résistance algérienne est alors insuffisante face à une armée bien équipée et entraînée. En l'espace de quelques jours, Alger tombe. Ce n'est pas une victoire militaire éclatante pour la France, mais plutôt le début d'une occupation brutale. Le Dey d'Alger est contraint de se soumettre et la ville est placée sous contrôle français. Ce qui commence comme une simple occupation militaire va rapidement se transformer en une colonisation sanglante. Les terres algériennes sont revendiquées, les ressources pillées et les Algériens qui résistent sont écrasés par la force. L'invasion française de l'Algérie n'a pas été une victoire simple. Dès le début, la résistance a été farouche, avec un peuple déterminé à protéger ses terres et sa dignité. Alors que les troupes françaises avançaient, les Algériens se sont rebellés. Mais il ne s'agissait pas d'un combat ordinaire. C'était la survie d'une nation, d'une culture, d'une histoire. Les villages étaient écrasés, les familles dispersées, mais l'esprit de résistance était intact. Abd el-Kader, un chef religieux et militaire, est devenu le symbole de cette résistance. Homme de foi et de courage, il a réussi à unir les différentes tribus algériennes, créant une armée qui a lutté pendant plus d'une décennie contre une machine de guerre implacable. Chaque bataille qu'il remportait était une étincelle d'espoir pour un peuple en souffrance. Mais l'armée française était trop puissante. En 1847, après des années de guerre, Abd el-Kader fut capturé. Son emprisonnement marqua un tournant, mais cela n'éteignit pas la volonté des Algériens. Sous la domination française, la vie des Algériens se dégradait rapidement. La France s'emparait des terres fertiles, chassant les habitants de leurs maisons et remplaçant la culture locale par des lois coloniales qui les réduisaient au silence. Les pieds noirs, colons venus de France, s'installaient sur ces terres volées, consolidant ainsi le contrôle des Français. Le peuple algérien, réduit à l'état de sujet de l'empire colonial, subissait de plein fouet l'humiliation quotidienne. Pas de droit, pas de voix. Mais malgré les massacres, les répressions et les tortures imposées par l'armée française, la résistance ne faiblissait pas. Elle se cachait dans les montagnes, dans les forêts, dans chaque recoin de l'Algérie. Des hommes et des femmes, simples paysans, jeunes et vieux, se levaient à chaque occasion pour défendre leurs terres. Chaque exécution, chaque village brûlé, renforçait leur détermination. Les autorités françaises n'hésitèrent pas à utiliser la violence extrême pour écraser la rébellion. Les tortures étaient courantes, les exécutions sommaires devenaient une méthode pour tenter de semer la terreur. Les zones interdites se multipliaient. Des camps de regroupement étaient installés pour contrôler la population. Mais plus ils tentaient de briser le peuple, plus celui-ci se relevait. La guerre était loin d'être terminée. La douleur et la souffrance étaient omniprésentes, mais l'espoir même infime persistait. Après la capture d'Abd el-Kader, la résistance algérienne n'a pas cessé, mais la domination française s'intensifie. La guerre n'était plus seulement militaire, elle devenait systématique. La France, désormais installée sur les terres algériennes, se lançait dans un projet d'assimilation brutale et d'exploitation des ressources. Le pays, dévasté par des années de guerre, se retrouvait sous un contrôle de plus en plus autoritaire. Les terres algériennes, jadis fertiles et vitales pour le peuple, sont rapidement saisies par l'État français et données à des colons. Ces pièces noires, principalement des Français venus d'autres régions,
se voient attribuer des terres gratuitement, tandis que les Algériens sont expulsés ou réduits à l'état de travailleurs dans leur propre pays. Une hiérarchie raciale se met en place, où les colons occupent les meilleures terres et jouissent de privilèges, tandis que les Algériens sont poussés dans des zones plus pauvres et marginalisées. Le peuple algérien, qui avait déjà enduré des massacres et des tortures, se voit aussi privé de ses droits. Les lois françaises imposent un système juridique discriminatoire qui ne reconnaît pas les droits des indigènes. Ils sont traités comme des sujets de second ordre, dépouillés de leur culture, de leur identité et de leur dignité. Les Algériens doivent se soumettre à un système qui les exploite pour enrichir la France, tout en continuant à souffrir dans l'ombre de l'empire colonial. Pour renforcer son emprise sur le pays, la France met en place un contrôle militaire strict. Des villages sont détruits, des familles sont séparées et des centaines de milliers d'Algériens sont déplacés dans des camps. Le système des bureaux arabes, institué par les autorités françaises, vise à administrer les tribus algériennes en contrôlant chaque aspect de leur vie, d'abord en les surveillant, puis en écrasant toute tentative de rébellion. Le pays est divisé en départements administratifs et les Algériens se retrouvent sous le joug de lois imposées, sans possibilité de s'opposer. Malgré ces conditions inhumaines, le peuple algérien continue de résister, mais la France, bien décidée à maintenir son emprise, ne montre aucune clémence. Les massacres ne cessent pas. Le pays est littéralement pillé. Des ressources comme l'huile d'olive, le blé et les mines sont exploitées pour enrichir la métropole, mais la population algérienne ne voit aucune amélioration de ses conditions de vie. Au contraire, elle est confrontée à des famines, des épidémies et des conditions de vie insupportables. À cette époque, la violence devient une réponse systématique de l'État français à toute forme de résistance. La répression s'intensifie avec l'occupation des zones interdites, où toute personne trouvée sur les lieux peut être arrêtée, torturée, voire tuée. Les Français considèrent les Algériens comme une menace permanente, et l'occupation devient de plus en plus brutale. Malgré tout, les signes de rébellion se multiplient. La résistance continue de se forger dans l'ombre, et un mouvement de plus en plus organisé prend forme. Mais il faudra encore des décennies de lutte pour qu'une étincelle de révolte fasse surgir la flamme de l'axe-indépendance. Alors que la domination française s'intensifiait, les Algériens ne se résignaient pas à leur sort. Les révoltes éclataient régulièrement, souvent réprimées dans le sang par une armée française qui, n'hésitait pas à recourir à la violence la plus extrême. Mais derrière chaque massacre, chaque acte de répression, un mouvement plus vaste prenait forme. Le peuple algérien, de plus en plus fatigué de la souffrance imposée, commençait à se rassembler autour d'une idée, l'indépendance. Dès les années 1920, plusieurs mouvements nationalistes se créent pour revendiquer des droits pour les Algériens et mettre fin à la domination coloniale. Le PPA, Parti du peuple algérien fondé par Messali Hadj, devient l'un des premiers grands mouvements à lutter pour l'indépendance de l'Algérie. Mais c'est véritablement dans les années 1950 que la résistance prend une forme plus radicale. L'Algérie, épuisée par plus d'un siècle de souffrance, voit naître un soulèvement organisé qui va se transformer en une guerre de libération totale. La guerre d'indépendance, qui commence en 1954, se caractérise par des combats violents et des actions de guérilla menées par le FLN, Front de Libération Nationale. Ce groupe, composé de militants nationalistes et de jeunes combattants, devient l'un des moteurs de la révolution algérienne. Il lance des attaques contre les forces françaises, mais aussi contre les civils européens. La violence est réciproque, et la France, déterminée à garder son emprise sur l'Algérie, intensifie les massacres. Des milliers d'Algériens sont arrêtés, torturés et exécutés sommairement. L'armée française met en place des techniques de guerre psychologique et utilise des méthodes de torture pour briser les résistants. Des lieux comme la Villa Soussini à Alger deviennent tristement célèbres pour les tortures infligées. La guerre se déroule à la fois sur le terrain et dans les esprits. Les Français cherchent à effrayer les Algériens pour les empêcher de se battre, mais la réponse est une détermination sans faille. La résistance prend de plus en plus d'ampleur et le FLN gagne en soutien international. Les Algériens ne sont plus seuls dans leur lutte. Ils obtiennent le soutien de pays comme l'Égypte, le Maroc et la Tunisie qui leur fournissent des armes et des formations militaires. Les Français, quant à eux, sont confrontés à une pression grandissante. La guerre est de plus en plus impopulaire en métropole et les divisions au sein de la société française se creusent.
Des manifestations éclatent et une partie de la population commence à douter de l'utilité de cette guerre lointaine. La France est incapable de gagner cette guerre coûteuse et le climat politique interne se détériore. Après des années de répression, de souffrance et de sacrifices, les Algériens savent que la victoire est proche. L'année 1962 marque la fin de la guerre d'Algérie avec la signature des accords d'Évian. Ces accords mettent officiellement fin à la guerre et reconnaissent, elles, l'indépendance de l'Algérie après plus de 130 ans de domination coloniale. Le peuple algérien, après des années de lutte acharnée, est enfin libre. Mais la guerre a laissé des cicatrices profondes, tant en Algérie qu'en France. Le 5 juillet 1962, après une lutte de plus de 7 ans et un combat acharné, l'Algérie a officiellement obtenu son indépendance. Le pays était désormais libre, mais la liberté venait à un prix extrêmement élevé. Plus d'1 million de vies avaient été perdues dans la guerre et des milliers d'autres étaient marquées par la souffrance, la perte et la dévastation. Les accords d'Évian, qui avaient été signés plus tôt en 1962, permettaient la fin des hostilités, mais laissent derrière eux des cicatrices profondes. L'Algérie, après des décennies de colonisation brutale, se retrouvait face à la tâche titanesque de se reconstruire. Le pays avait été dévasté, économiquement, socialement et politiquement. Les infrastructures étaient en ruine, et les traumatismes de la guerre étaient omniprésents dans la mémoire collective de la population. Dès l'indépendance, un défi majeur se posait. La réconciliation entre les Algériens et les Pieds Noirs, les colons français qui étaient installés en Algérie. Environ 1 million de Français avaient vécu en Algérie et étaient désormais contraints de quitter le pays. Pour eux, c'était une perte immense. Les liens tissés avec la terre et leur mode de vie étaient désormais brisés. La réconciliation entre les deux peuples était difficile, car la guerre laissait des rancœurs profondes. De nombreux harkis, des Algériens qui s'étaient alliés aux Français pendant la guerre, ont également été persécutés et massacrés après l'indépendance, car ils étaient considérés comme des traîtres. À l'intérieur de l'Algérie, la question de la gouvernance s'est rapidement posée. Le FLN, principal mouvement indépendantiste, est devenu le parti dominant et a pris le pouvoir sous la direction de Ahmed Ben Bella, le premier président de l'Algérie indépendante. Le pays s'est alors lancé dans un projet de développement et de modernisation, mais ce processus a été compliqué. L'Algérie, qui manquait de ressources et d'infrastructures, a dû reconstruire son économie en grande partie à partir de zéro. L'agriculture, autrefois la principale activité du pays, a été négligée au profit de projets industriels, souvent infructueux. Sur le plan social et politique, les Algériens se sont retrouvés dans un environnement de répression, où les libertés étaient restreintes et les dissidents souvent persécutés. Le FLN, tout puissant, n'a pas permis d'évolution démocratique rapide et l'Algérie s'est dirigée vers un régime autoritaire. La société algérienne, fracturée par des années de guerre, a dû se reconstruire sur des bases fragiles et les blessures de la guerre ont continué à empoisonner les relations internes du pays pendant des décennies. Pour la France, l'indépendance de l'Algérie a été un choc. La guerre avait laissé une empreinte indélébile sur la société française. Les divisions internes, notamment entre les partisans de la guerre et ceux qui réclamaient la fin du conflit, ont bouleversé le pays. De plus, la perte de l'Algérie a eu un impact sur l'image de la France à échelle internationale. Mais le plus grand héritage de cette guerre a été les tensions persistantes entre les deux pays, qui ont duré bien après l'indépendance algérienne. Les relations franco-algériennes ont été marquées par des conflits sur la question de la mémoire de la guerre, des réparations et de la reconnaissance des souffrances des Algériens. L'Algérie, après l'indépendance, a dû faire face à une situation complexe, libérée mais toujours prisonnière des souvenirs douloureux de la guerre. Cependant, la liberté retrouvée a permis à l'Algérie de se redéfinir, de bâtir son identité nationale et de reprendre son destin en main. La route de la reconstruction était longue et semée d'embûches, mais la nation algérienne a continué à avancer avec une fierté nouvelle d'avoir survécu à un des conflits les plus violents de l'histoire contemporaine.
L'Algérie et la France, malgré la fin de la guerre en 1962, ont continué à vivre avec les cicatrices laissées par ce conflit. Pour l'Algérie, la réconciliation n'a jamais été totalement possible. Le pays a dû faire face à des fractures internes profondes, exacerbées par la guerre et la répression politique. Les années qui ont suivi l'indépendance ont vu une montée du pouvoir militaire et du FLN, qui ont contrôlé le pays sans véritable démocratie. De son côté, la France a continué à lutter avec les conséquences de la guerre. La question de la mémoire a été centrale. D'un côté, une partie de la population française minimisait ou niait la brutalité de la répression coloniale. De l'autre, l'Algérie a réclamé une reconnaissance plus forte de ses souffrances. L'immigration algérienne en France, bien que bénéfique économiquement, a créé de nouvelles tensions. Les relations franco-algériennes, marquées par des tensions économiques et politiques, ont évolué lentement. Des gestes symboliques ont été faits de part et d'autre, comme les excuses de la France pour certains événements, mais des différences profondes sur la mémoire historique ont persisté, alimentant de ressentiments de chaque côté. Après l'indépendance, l'Algérie a hérité d'une économie fragilisée par la guerre. Bien qu'ayant nationalisé le secteur pétrolier, la gestion de ses ressources n'a pas suffi à diversifier l'économie. Le pays est resté dépendant des exportations de pétrole et de gaz, ce qui a créé des vulnérabilités face aux fluctuations mondiales des prix. Sur le plan social, l'Algérie a cherché à éradiquer l'analphabétisme et à moderniser l'agriculture, mais la transition a été lente. L'urbanisation rapide et le manque d'infrastructures ont conduit à des problèmes de logement et à l'émergence de bidonvilles dans les grandes villes. L'armée a toujours joué un rôle dominant dans la politique algérienne. Après le coup d'État de 1965, l'Algérie est devenue une dictature militaire, où l'autoritarisme était de mise. Le pays a traversé plusieurs révoltes populaires, notamment dans les années 1980 et 1990, quand une guerre civile éclata entre le gouvernement et les groupes islamistes. Cette instabilité politique a eu un impact négatif sur le développement du pays et sur la confiance des Algériens dans leurs institutions. La violence, les attentats et la répression ont fait des milliers de victimes, marquant une période sombre de l'histoire récente du pays. Aujourd'hui, l'Algérie reste une nation marquée par son passé. Si l'indépendance a permis de construire une identité nationale forte, les divisions internes, les cicatrices de la guerre et la difficulté de réconcilier les mémoires ont pesé sur l'évolution du pays. La réconciliation avec la France n'est toujours pas totalement accomplie, et les tensions historiques continuent d'alimenter les relations bilatérales. Cependant, l'Algérie continue de se relever avec des défis économiques et sociaux majeurs à surmonter. Le pays cherche toujours un modèle de gouvernance qui puisse répondre aux attentes de son peuple tout en construisant un avenir prospère. L'histoire de l'Algérie est une histoire de lutte, de sacrifice et de résilience qui continue à façonner son avenir.